Après environ 6 semaines de traversée, le navire négrier arrive aux Antilles, Saint-Domingue, Guadeloupe ou Martinique. Les esclaves sont lavés, nettoyés et huilés avant la vente aux enchères. Les maîtres becqués, les colons blancs des Antilles françaises, se rendent ainsi sur la place du marché afin d'acheter de nouveaux esclaves, accompagnés de leur procureur, la personne chargée de tenir les comptes financiers de l'habitation, d'acheter et de revendre les esclaves. Une nouvelle inspection est faite des dents, des yeux et de la condition physique. Après la vente aux enchères, les capitaines se débarrassent des derniers esclaves invendus, en général les plus âgés ou les malades, à travers une vente de groupe à un prix réduit. Les capitaines chargent alors leurs bateaux de sucre évidemment, mais également de tabac, de coton, d'indigo ou de café. Retour au port de départ, où les marchandises sont revendues dans les grandes villes européennes. La rentabilité n'est pas exceptionnelle. Le risque de perte est assez élevé, mais en moyenne, les financeurs peuvent faire un bénéfice de 15 à 30% sur la somme investie. L'espoir d'un gros coup, qui rapporterait énormément sur un seul voyage, motive toujours les négociants à lancer de nouveaux navires sur les océans. Afin de régir les rapports maître-esclave dans les colonies, une ordonnance est édictée sous Louis XIV par son ministre des Finances Colbert. Plus connu sous le nom de Code noir, le texte réglemente le système esclavagiste. À l'origine, il a pour but de réaffirmer l'autorité royale face aux colons, afin de limiter leurs exactions sur les esclaves, dans un but précis, favoriser la production pour engranger un maximum de bénéfices. La monarchie a toujours soutenu la traite atlantique et l'esclavage colonial. Les enjeux économiques pour le royaume de France sont extrêmement importants. En 1685, Louis XIV va signer un texte, un édit, qui est connu sous le nom de Code noir. En fait, il s'agit d'un ensemble de textes législatifs qui, durant tout le XVIIIe siècle, va être augmenté. C'est Colbert qui est à l'initiative de ce texte, même si au moment de la signature, il n'est plus, il est décédé 2 ans plus tôt. Le Code noir, c'est donc un ensemble de textes extrêmement particuliers qui spécifie véritablement la manière dont les êtres humains vont être utilisés et exploités par leurs propriétaires. Mais c'est aussi un ensemble de textes troublants, car si les captifs devenus esclaves sont bien considérés dans ce texte comme des biens meubles, c'est-à-dire des biens que l'on peut déplacer tout simplement comme des mobiliers, il dit aussi ce texte qu'ils doivent être baptisés et donc ils doivent entrer, ces esclaves, dans la communauté chrétienne. Il y a quelque chose ici de très troublant, presque d'antinomique entre ces deux perceptions qui montrent bien que l'esclavage colonial est un système qui comporte en lui-même ses propres limites. Comment considérer des êtres humains baptisés et donc des chrétiens comme des biens meubles? Ce code noir ne s'appliquera que dans les colonies françaises, donc il ne légifère pas sur le sol de France, mais il va créer l'existence d'une catégorie d'individus qui n'existait pas jusqu'à présent, ce sont les personnes mises en esclavage. Il est autorisé de fouetter les esclaves, avec des verges et des cordes, et non des bâtons, pour ne pas leur casser les os. Le propriétaire peut les entraver ou les mutiler en cas de fuite. On coupe une oreille et on marque l'épaule au fer rouge. En cas de récidive, on coupe une jambe et l'on marque l'autre épaule de la même manière. Enfin, en cas de 3e tentative de marronnage, terme désignant la fuite d'un captif, le maître a le droit d'ôter la vie de son esclave. À partir des années 1780, ces actes de mutilation sont interdits par les gouverneurs antillais, le propriétaire pouvant être frappé d'infamie. Le Code noir considère les esclaves comme des biens meubles et les soumet donc au régime de la propriété, cessible, vendable, échangeable. Le prisonnier ne redevient humain qu'en cas de crime, puisqu'il peut être déclaré responsable de ses actes.